Bonjour, bienvenue sur les podcasts Mountain Changemakers, le média de la transition des territoires de montagne. Talk to You, c'est un rendez-vous avec un acteur économique, politique ou associatif avec qui nous décryptons les enjeux liés à l'évolution de nos territoires. Changement climatique, biodiversité, bouleversement économique, diversification touristique, mobilité, crise du logement, l'ensemble de ces sujets font partie de nos entretiens réguliers pour mieux comprendre les changements auxquels nous devons faire face. Armelle Solelac, vous êtes entrepreneur, investisseuse, experte en stratégie de marque sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour le tourisme, le sport et les loisirs. Vous avez débuté votre carrière par un tour du monde des stations de ski, explorant 280 domaines skiables dans 27 pays sur 5 continents. Ce projet fondateur vous a amené à créer Switch, un cabinet de conseil basé à Annecy et Los Angeles. Vous avez ensuite renouvelé l'expérience avec une étude sur le terrain, dans plus de 100 destinations balnéaires sur 4 continents, avant de publier Management et Marketing des stations de montagne. Conférencière internationale, vous intervenez sur le futur du tourisme et des sports outdoor et enseignez à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Investisseuse engagée, vous siégez au conseil d'administration de plusieurs sociétés et organismes à but non lucratif. Vous êtes également formé B-Leader France depuis 2022 et vous accompagnez de nombreuses entreprises vers la labellisation B Corp. Depuis 2025, vous entamez une nouvelle étape en lançant Above and Beyond, un fonds d'investissement à impact dédié aux startups du tourisme, du sport et des loisirs. Armelle Solelac, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois, mais une nouvelle fois pour une nouvelle étude. Je refais quand même un petit point. Donc, fondatrice et présidente évidemment de l'agence Switch Consulting qu'on connaît et qu'on a évidemment connu et dont on a déjà parlé pour notamment les fameux tours du monde et les livres et les rapports qui en sont sortis derrière. Donc, experte en stratégie marketing du sport et notamment de la montagne, mais pas que. Et puis Above and Beyond, dont on avait parlé aussi, le fonds d'investissement que vous avez lancé il y a quelques temps. On en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Aujourd'hui, on vous reçoit pour une étude qui parle du futur du sport. Vous avez pris un horizon 2035. Je pense qu'il faut prendre un horizon, de toute façon. Pourquoi cette nouvelle étude, déjà ? Pourquoi cette nouvelle étude ? Et puis, la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est qu'est-ce que cette étude va apporter de différent ? En fait, mon métier de consultante, mais aussi d'investisseuse, il nécessite que j'ai tout le temps un coup d'avance. Donc pour ça, il faut que j'aille faire de la recherche, que je comprenne dans quelle direction va le monde, et particulièrement sur ce secteur du sport. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de terrain. Là, j'ai passé plus de 300 heures sur le terrain pour aller comprendre quels sont les signaux faibles, quelles sont les nouvelles dynamiques, quelles sont les tendances qui sont bien inscrites. Et c'est un travail que je fais tous les 5 ans, avec un horizon de 10 ans. Donc ça me permet de vérifier si ce que j'ai prédit 5 ans en arrière se met réellement en œuvre, et comment ça se met en mouvement, avec quelle temporalité aussi, et puis de voir aussi ce qui est en train d'émerger doucement mais très sûrement. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est qu'en fait, je constate que de plus en plus, le secteur du sport se transforme quasiment comme un langage, et il parle finalement d'un langage social et pas juste d'un secteur. On parle de technologie, on parle de santé, on parle de territoire, on parle de liens, on parle d'identité, et c'est important de comprendre bien en profondeur ce que nous dit ce secteur. Est-ce que cette étude, elle montre justement, donc 5 ans après, une continuité ou une rupture ? Alors en fait, j'ai pas tellement cherché à savoir s'il y avait de la continuité ou de la rupture. Je pense que sur certains aspects, il y a plutôt une augmentation, donc une continuité de ce qui était en germe il y a 5 ans. Par contre, ce que je constate, c'est que surtout cette étude, elle se veut un peu comme une boussole, et une boussole culturelle, pour savoir vers où on va, comment on y va, quels détours éventuellement est-ce qu'on va prendre pour y aller. Et c'est surtout comme ça que je l'ai appréhendé. Moi, il y a un terme que j'ai beaucoup aimé. Vous parlez de
Move for Mood. Et derrière ça, c'est la question qu'on se pose. On peut voir en tout cas une évolution du besoin du sport, enfin en tout cas de ce que le sport peut nous apporter. Et est-ce que ça, c'est justement une augmentation? Est-ce que le sport est encore associé à de la performance, ou est-ce que le sport est de plus en plus associé à une forme d'antidépresseur, en tout cas une forme de soutien émotionnel? Oui, alors en fait, ce que je constate, c'est que évidemment, le sport et les activités physiques d'une manière générale, on continue encore à les pratiquer avec une recherche de performance physique, parfois même psychique. Par contre, de plus en plus, on voit l'activité physique comme un vecteur de reconnexion à soi-même, à son intellect, mais quasiment même au-delà de ça, comme un outil de réparation de soi, de son niveau d'énergie, de sa psyché, etc. Donc c'est assez intéressant en fait de voir que c'est une définition du sport qui s'élargit de plus en plus et qui va au-delà de l'activité physique elle-même et qui va de plus en plus vers une dimension psychologique. Et donc, qui se lie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à d'autres. C'est un état d'esprit, et donc ça va aussi avec nos habitudes de vie sociétales, je sais pas, de la musique, de l'art. Le sport prend la même place presque que nos habitudes, c'est ça? Oui, en fait, l'activité physique, quelque part, elle nous permet de nous sentir plus vivants, mais aussi plus stables, plus reliés les uns aux autres, par plein de manières différentes. Ça peut être plus relié aussi à la nature, par le lieu de pratique, mais aussi par la manière dont on pratique. On voit que les clubs, les fédérations, tous les sports avec des licences, finalement, ne sont plus aussi importants qu'avant, au profit d'autres types de pratiques, parfois plus ludique, moins lié à un rythme de compétition ou à un rythme scolaire ou un rythme calendaire, mais plus lié à un rythme des saisons, à un rythme du corps aussi, en fonction de son âge, ça évolue aussi, et puis en fonction d'aspirations sociétales, où on a envie de se regrouper plus par des éléments d'affinité que par des éléments de lieu, de date, ou uniquement liés à une activité. Ça m'a vachement intéressé quand j'ai lu ça dans l'étude, parce que j'avais beaucoup souri à l'évolution qu'on a tous vue de Strava, qui est parti, je me souviens vraiment d'un côté quand même, on compare un peu les kilomètres de vélo qu'on fait, qui a évolué sur à peu près tous les autres sports outdoor évidemment, et qui de cette, quand je dis sourire, c'est de l'évolution où on disait que c'était devenu un site de rencontre, enfin en tout cas c'était devenu un réseau de rencontres. Donc on partait de l'affinité, puis finalement on y allait plus pour faire du vélo, enfin le vélo c'était accessoirement le moyen pour rencontrer quelqu'un, et vous en parlez dans l'étude, sur notamment l'explosion des sports outdoor. Donc, moins de performance et plus d'attention à la communauté, une approche différente. Ça aussi, ça se développe beaucoup, c'est-à-dire ce côté moins de recherche d'être le premier, mais il y a moins d'obligation d'être dans l'hyper-performance, mais par contre dans la pratique et de la partager. Oui, alors, il y a deux choses ici. En fait, il y a la notion de la performance et de la mesure de la performance. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus, on cherche à mesurer à la fois sa performance physique, mais aussi sa performance en récupération. Et on voit comme ça des montres ou des téléphones qui vont vous dire combien de temps vous avez dormi, quelle a été la qualité de votre sommeil, etc., qui vont mesurer aussi votre alimentation. Et puis, la dimension communautaire de lien entre les personnes, où effectivement, la technologie va... quelque part, on va dépasser même cette technologie pour aller se rencontrer et utiliser cette technologie pour aller rencontrer des gens qui aiment pas uniquement le type d'activité physique, c'est-à-dire pas uniquement des gens qui vont faire du vélo ou de la course à pied ou du paddle, mais qui vont avoir les mêmes valeurs que vous, partager les mêmes codes, voire même qui vont vouloir créer un code spécifique avec un langage, une façon de s'habiller, etc., de consommer, de manger, etc. Est-ce que ça veut dire aussi que dans l'évolution des sports outdoor, en tout cas l'évolution des sports dans lequel il y a moins de recherche d'être gagnant tout de suite, il y a plus justement de communautaire, et que c'est ça l'évolution. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les sports qui se pratiquent plus souvent, qui sont moins individuels, en tout cas qui se pratiquent moins en salle, plus en outdoor, il y a une tendance plus forte à la pratiquer, encore une fois, plus dans un but de partage et donc d'état d'esprit de vie que de performance et d'être le meilleur.
Alors, je dirais pas que c'est le cas, parce que quand on voit les récentes performances, c'est le cas de le dire, de sports comme l'Aerox par exemple, où on est quand même majoritairement en salle, ou du CrossFit, on peut pas dire que ce soit lié uniquement au fait qu'on soit en pleine nature. Cela dit, par essence, le fait d'être en pleine nature amène ça, effectivement. Alors le lien avec la pleine nature, on le fait avec la montagne évidemment, parce que j'allais vous poser la question. On parle de sport, on parle d'évolution, on parle de sport outdoor, la montagne, la place de la montagne, la place qu'elle a su prendre ou être pour l'évolution du sport outdoor, c'est quoi? Alors, je dirais que pour moi, la montagne, c'est une forme de laboratoire. Elle est vraiment à l'avant-garde, parce que le terrain présente de la verticalité, mais aussi de la profondeur de champ, du chaud, du froid, quelle que soit la saison. Finalement, on peut profiter du même lieu, mais d'une manière radicalement différente. Parfois même dans la même journée, on peut avoir des ambiances et des approches très différentes. Donc, c'est un terrain de jeu naturel qui est vraiment fantastique pour faire plein de tests. Évidemment, pour des marques, pour des organismes de recherche, etc. Mais aussi pour les pratiquants qui vont pouvoir y vivre des expériences extrêmement fortes en termes d'intensité, y compris sur des temps qui peuvent être très courts. Et ça, c'est quelque chose aussi qui ressort de l'étude, qui m'a beaucoup surprise. C'est à quel point on a une réduction de la durée des pratiques sportives, mais avec une recherche d'intensité extrêmement forte, ou d'efficacité extrêmement forte. Et donc la montagne, elle permet ça finalement. Et est-ce que, alors, ça rappelle un peu le concept de la micro-aventure aussi, le fait de vivre quelque chose de fort, qui soit performant ou pas, en tout cas quelque chose de fort, sur un temps relativement court et dans un milieu pas forcément lointain. Est-ce que justement, la montagne doit profiter de cette tendance pour questionner son modèle et être encore meilleur là-dessus, justement, pour encore plus pouvoir proposer cette forme de nouvelles aventures sportives en montagne? Oui, c'est une possibilité. En fait, je crois que c'est surtout un sujet de récit. Et qu'est-ce qu'on raconte autour de ça? Quel champ lexical, quel élément onirique on a envie de relier à tout ça. Et finalement, à partir du moment où on tombe pas dans une forme de folklore ou de répétition de quelque chose qui a déjà été vu, la montagne, elle peut vraiment tirer son épingle du jeu, montrer toute sa diversité, montrer finalement tout son potentiel, pour un peu que on arrive à étendre les pratiques dans l'espace, l'étendre aussi dans le temps, et pas être uniquement sur des pics qui font que l'expérience derrière sera pas forcément convaincante ou agréable pour les utilisateurs, pour les pratiquants. Il y a une très belle phrase aussi que j'ai relevée dans l'étude. Donc, le sport est redevenu un miroir sociétal. Qu'est-ce qu'on met comme définition vraiment derrière ce sport qui redevient un miroir sociétal? En fait, le sport, il reflète quelque part à la fois nos tensions, nos aspirations, et il dit beaucoup de choses de notre rapport à notre corps, mais aussi à notre psyché. Et finalement, le sport, c'est l'un des rares espaces où on voit immédiatement ce que la société valorise: la performance, le bien-être, l'appartenance, la visibilité. C'est assez intéressant d'ailleurs sur le sujet du bien-être, parce que j'ai pas mal creusé là-dessus, et on voit que maintenant on a quasiment une obligation à être bien. On a une forme d'intolérance à vieillir, à avoir nos corps qui quelque part nous lâchent, et avoir aussi notre esprit qui nous lâche. Donc la recherche de performance, elle apparaît aussi là-dessus. Donc finalement, le sport, comme il est très populaire, il a une puissance culturelle qui est extrêmement forte, et je crois qu'il raconte beaucoup de choses de notre époque, et il a une influence aussi très forte sur notre époque. Est-ce que, justement, alors, exactement dans la continuité de ce que vous venez de dire, est-ce que le sport, en exploitant justement ces valeurs dont on vient de parler, peut transformer, en tout cas participer à transformer la société? On parle aussi de l'immobilisme des jeunes et des écrans, de la perte de réflexes sportifs versus plutôt écran, téléphone et autres. Est-ce que le sport peut encore jouer un rôle majeur pour freiner ou retourner même certaines accélérations?
Oui, alors avant de rentrer dans le fond de la question, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres qui m'ont beaucoup surprise lorsque j'ai fait cette étude, qui sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, aujourd'hui, on a 31% de la population mondiale qui est en sous-activité physique. D'ici à 2035-2040, on devrait être à 35% de cette population mondiale. Alors bon, ça, j'ai envie de dire, sur les pays occidentaux, je suis pas très surprise. Par contre, ce qui m'a profondément choquée, c'est les chiffres qui sont relatifs à notre jeunesse. En fait, là, on passe à 81% des personnes en dessous de 20 ans qui sont en immobilisme. C'est comme ça que l'OMS les qualifie. Donc, 81% des adolescents ne bougent pas suffisamment. Et si on parle des jeunes filles, on est à 84%. Donc, c'est absolument colossal. Et on a vraiment un travail là avec, il va falloir du courage politique en la matière pour pouvoir changer la donne, parce que sinon, on va vers une épidémie de maladies cardiovasculaires absolument colossale. Alors, pour moi, et d'après ce que l'étude montre, oui, le sport peut contribuer à changer la société, mais à deux conditions. La première, c'est qu'on l'ouvre, ce sport, et qu'on le rende accessible. L'ouvrir, ça veut dire qu'il faut que, d'un point de vue barrière financière, culturelle, physique, mais éventuellement territoriale, eh bien, on soit en capacité de faire en sorte que ce soit vraiment disponible. Et puis, je dirais qu'il faut aussi proposer des formats qui soient plus accessibles. Je le disais tout à l'heure, on recherche des choses plus courtes en durée, plus intenses intellectuellement, physiquement, etc. Mais c'est aussi une recherche de ludique, et j'aime bien donner cet exemple. Le tennis a été un sport roi pendant plusieurs décennies, mais on voit apparaître des sports comme le pickleball, le paddle, etc., qui sont en fait des sports qui sont, en termes de règles, plus simples, en termes d'espace des terrains qui sont plus petits, mais aussi en termes de durée de match, plus courte. Donc, quelque part, on a cette recherche d'accessibilité intellectuelle, physique qui est extrêmement importante et qui sera l'une des conditions au fait que le sport devienne plus... et un impact plus fort dans notre société. Si on parle de la montagne, on a le même exemple avec le ski, qui est comme le tennis, qui était très technique, et où d'autres techniques sont arrivées beaucoup plus simples. Les organisateurs d'événements sportifs doivent penser à tout ça, doivent évoluer. C'est important. Enfin, ça semble important quand on lit cette étude, évidemment. Les marques, qui sont les sponsors, évidemment. Si vous aviez, vous, à vous adresser à ces organisateurs d'événements et aux marques qui les sponsorisent, ce serait quoi le message au fruit de cette étude ? Je dirais que mon message, ce serait de rendre le sport comme une expérience complète. C'est-à-dire pas uniquement le lieu, si on parle d'un événement sportif, le fameux gymnase ou le stade ou la piste où va se dérouler l'épreuve, mais qu'est-ce qu'on prévoit avant, qu'est-ce qu'on prévoit pendant et qu'est-ce qu'on prévoit après. Et finalement, c'est aussi ça qu'elle montre, cette étude, c'est que le J+1, eh bien, il se prépare au J-1. Et que c'est indispensable de concevoir l'activité physique et le sport d'une manière générale comme une expérience globale et pas juste un mouvement physique. Quand on parle d'événements sportifs, de sport, de valeurs de sport, il y a quand même un sujet qu'on peut pas forcément, dont on ne peut pas forcément ne pas parler du tout. JOP 2030, enfin Alpes 2030. Même question, vous auriez envie de dire quoi pour que ces JOP soient, en tout cas, à la lecture de cette étude? Qu'est-ce que ces JOP devraient être? En fait, pour moi, des JOP 2030 dans les Alpes seront gagnants si on arrive à faire vivre émotions fortes et pratiques responsables. Et au lieu de les opposer, en fait, si on arrive à les lier complètement. Donc, ça veut dire finalement avoir du plaisir et de l'impact ensemble et pas ou de l'impact. Merci Armelle. Juste pour finir, justement, dans toutes ces tendances, laquelle est celle d'Armelle Soleilac qui inspire le plus aujourd'hui? Je crois que c'est les expériences qui arrivent à la fois, pour moi en tout cas, à combiner une forme de simplicité, d'intensité, avec des moments de silence aussi, parce que plus je vieillis, plus j'ai besoin de calme et de silence. Donc j'apprécie les pratiques sportives où je me sens petite par rapport à la nature et où finalement j'arrive à me sentir pleinement moi-même. Vous avez bien fait de vivre à la montagne en fait. Oui. Merci Armelle, super. Merci.
Pour résumer cet échange en quelques mots, le sport, et le sport de montagne plus particulièrement, est un reflet de la société et de ses besoins croissants à retrouver bien-être, physique et mental, esprit collectif et connexion avec la nature. Les nouveaux formats sportifs rencontrés sont plus courts et plus accessibles, mais plus intenses. Nous nous retrouvons dans un espace plus communautaire et moins individualiste, qui cependant prône une pratique plus fréquente. C'était Talk to You, le podcast original de Mountain Changemakers, à retrouver sur les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Si ces sujets vous intéressent, l'ensemble de nos contenus est disponible sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Retrouvez toutes les informations sur notre collectif sur mountainchangemakers.org. Ce podcast a été réalisé par Tom Surbeck.